Ce soir-là, dans le salon de ma propre maison, ma fille m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Elle a toujours été plus ma mère que vous. Je m'appelle Morgane Rollet, j'ai 71 ans, et ce que je vais vous raconter est la vérité que j'ai portée seule, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des phrases qui ne s'effacent jamais. Elles se logent quelque part entre le cœur et la gorge, et elles y restent. Des années après, vous pouvez encore sentir leur poids. Elle a toujours été plus ma mère que vous. » Mirella avait 42 ans quand elle a prononcé ces mots. Ma fille unique, celle que j'avais portée, nourrie, élevée avec tout ce que j'avais. Et elle venait de vendre mes bijoux. Pas n'importe quels bijoux, les bijoux de la lignée Rollet. Ce matin-là, j'étais dans mon bureau, près de la fenêtre qui donne sur le jardin. Il pleuvait doucement. J'aimais ce bruit. Il m'aidait à penser. Je tenais dans mes mains un petit écrin en velours bleu nuit. À l'intérieur, il y avait une broche en or blanc, ornée de saphirs. Elle avait appartenu à mon arrière-grand-mère, Louise, puis à ma grand-mère, Marguerite, puis à ma mère, Élisabeth. Et maintenant, elle m'appartenait. Enfin, elle m'appartenait. Parce que ce matin-là, en ouvrant le coffre familial pour choisir un bijou à porter lors d'un dîner, j'ai découvert que plusieurs pièces avaient disparu. Le collier en perles d'Orient, les boucles d'oreilles en émeraude, la bague marquise, celle que ma mère portait le jour de son mariage, disparue. J'ai d'abord pensé à un cambriolage, mais le coffre n'avait pas été forcé, et seules 3 personnes avaient la combinaison. Moi, mon notaire et Mirella, ma fille. Mirella qui vivait à Paris avec son mari, Julien. Mirella qui m'appelait de moins en moins. Mirella qui depuis 3 ans me parlait avec une distance nouvelle, comme si j'étais devenue une étrangère dans sa propre vie. J'ai pris mon téléphone. Mes mains tremblaient. Elle a décroché à la 5e sonnerie. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis occupée. » Occupée. « Mirella, il faut que tu viennes. Maintenant. » Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Encore. Comme si j'étais une charge. Un problème récurrent. Les bijoux ont disparu. Un silence. Puis, « Ah, oui. Ah, oui. Pas. Quoi ? Pas. C'est terrible. Pas. On appelle la police ? Non. Ah, oui. Tu es au courant ? Oui, maman, c'est moi. Je les ai vendus. Le monde s'est arrêté. J'ai entendu la pluie contre la vitre. J'ai entendu mon propre souffle. Mais je n'ai pas entendu ma voix quand j'ai demandé « Pourquoi ?» Parce que j'en avais besoin. Besoin ? Besoin de quoi, Mirella ? D'argent. Mais tu travailles, ton mari aussi. Vous avez un bel appartement, une voiture. Vous ? Maman, arrête. J'avais besoin de cet argent. Point final. Pourquoi faire ? Un autre silence. Puis, cette phrase que je n'oublierai jamais. Pour offrir un cadeau à Geneviève. Geneviève, la mère de Julien, sa belle-mère. Un cadeau ? Oui. Un sac, un Hermès, un Birkin. Elle en rêvait depuis des années. 40 000 €. Elle avait vendu les bijoux de nos ancêtres, des pièces qui traversèrent les générations depuis 140 ans, pour acheter un sac à main à sa belle-mère. Mirella, ces bijoux ne t'appartenaient pas. Si. Tu m'as toujours dit qu'ils me reviendraient un jour. Alors je les ai pris. Un jour, oui, mais pas maintenant. Pas comme ça. Et surtout pas pour les vendre. Maman, franchement, tu dramatises. Ce ne sont que des bijoux. Ce ne sont que des bijoux. J'ai fermé les yeux. Viens ici, maintenant. Je ne peux pas. J'ai un déjeuner avec Geneviève. Bien sûr. Alors viens ce soir. D'accord. Mais je ne vois vraiment pas pourquoi tu en fais tout un drame. Elle a raccroché. Je suis restée assise près de la fenêtre pendant 1 heure. La pluie continuait. Dans ma main, la broche en saphir brillait faiblement sous la lumière grise du matin. Ma mère me l'avait donnée le jour de mes 30 ans. Elle m'avait dit « Morgane, ces bijoux ne sont pas des objets, ce sont des promesses. La promesse que notre nom continue, que notre histoire continue. Protège-les, et un jour, transmets-les. » J'avais promis. Et maintenant, ma propre fille les avait vendus, pour un sac. Ce soir-là, Mirella est venue avec Julien. Ils sont entrés dans le salon comme s'ils venaient prendre le thé. Mirella portait une robe chic, Julien un costume bien coupé. Ils avaient l'air prospères, heureux, légers. Moi, j'avais l'air d'une vieille femme qui avait pleuré toute la journée. « Bon, maman, on est là. Qu'est-ce que tu veux ?» Je me suis levée. « Je veux que tu me dises pourquoi tu as fait ça. Je te l'ai déjà dit. Pour Geneviève. Mais pourquoi elle ? Pourquoi ce besoin de lui plaire à ce point ?» Mirella a ri. Un rire court, presque méprisant. Parce qu'elle, au moins, elle me comprend. Et moi, je ne te comprends pas ? Non, maman. Toi, tu ne comprends rien. Tu n'as jamais compris. Julien a posé une main sur l'épaule de Mirella. Un geste de soutien, de complicité.
Mirella a raison, Morgane. Geneviève est quelqu'un de moderne, quelqu'un qui avance, pas quelqu'un qui s'accroche au passé comme vous. Le passé, nos ancêtres, notre histoire, le passé. J'ai pris une grande inspiration. Ces bijoux étaient protégés, Mirella. Protégés? Par qui? Par la loi. Elle a froncé les sourcils. De quoi tu parles? Tu verras. Je me suis dirigée vers mon bureau. J'ai ouvert le tiroir du bas. Et j'en ai sorti une enveloppe en papier craft, épaisse, ancienne, scellée. Je suis revenue dans le salon. Mirella me regardait avec agacement. Julien avec une sorte de curiosité amusée. J'ai posé l'enveloppe sur la table basse. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Mirella. « Ouvre. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. » Mirella n'a pas ouvert l'enveloppe tout de suite. Elle l'a regardée comme on regarde quelque chose d'insignifiant, quelque chose qui ne mérite pas notre attention. C'est quoi encore? Un certificat d'authenticité? Une facture de grand-mère? Sa voix était lasse, presque moqueuse. J'ai simplement dit « Ouvre ?» mais elle a reposé l'enveloppe sur la table. « Plus tard, maman, on n'a pas que ça à faire. » Julien a consulté sa montre. « Oui, on doit passer chez mes parents pour le dîner. » Bien sûr, chez ses parents, chez Geneviève. « Mirella, c'est important. Tout est toujours important avec toi. » Elle s'est levée. Julien aussi. « On reviendra demain si tu veux vraiment qu'on regarde tes papiers. Mais franchement, ça ne changera rien. Ce qui est fait est fait. » Et ils sont partis. Comme ça, en me laissant seule avec l'enveloppe, la broche et mes souvenirs. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le salon, la broche en saphir posée sur mes genoux. Et j'ai pensé à tout ce qui nous avait menés là. Mirella et moi, une mère et sa fille. Comment en étions-nous arrivés à ce point? Je me suis souvenue du jour où elle est née. C'était un matin de juin. Le soleil entrait par la fenêtre de la maternité. Tout était blanc, lumineux, pur. Quand l'infirmière me l'a mise dans les bras, j'ai pensé « C'est elle, c'est ma vie maintenant ». Mirella était un bébé calme. Elle ne pleurait presque jamais. Elle me regardait avec de grands yeux sombres, comme si elle comprenait déjà tout. Mon mari, Laurent, était fou de joie. Il voulait une fille. Il disait toujours « Les filles, c'est plus doux, plus fidèle, fidèle ». Quel mot étrange, aujourd'hui. Laurent est mort quand Mirella avait 15 ans. Un accident de voiture, un soir d'hiver, une route gelée. Il rentrait d'un dîner d'affaires à Lyon. Il n'a jamais franchi la porte de la maison. Je me souviens de l'appel, de la voix du gendarme, de mes jambes qui ont cédé sous moi. Et je me souviens de Mirella, debout dans l'encadrement de la porte de sa chambre, me regardant m'effondrer. Elle n'a pas pleuré, pas ce soir-là. Elle est venue vers moi, m'a aidé à me relever et m'a dit « Maman, on va s'en sortir. 15 ans. » Ma petite fille avait 15 ans. Et elle me consolait. Les années qui ont suivi ont été difficiles. Laurent avait une entreprise de négoce en vin. À sa mort, j'ai dû tout reprendre, tout apprendre. Les contrats, les fournisseurs, les clients. Je ne connaissais rien à tout ça, mais je l'ai fait. Pour Mirella, pour qu'elle puisse continuer ses études, pour qu'elle ne manque de rien. Elle voulait faire Sciences Po. Elle voulait travailler dans la communication, les relations publiques. Elle était brillante. Elle a été acceptée. J'étais si fière. Pendant ces années, Mirella et moi étions très proches. Nous dînions ensemble tous les soirs. Nous parlions de tout, de ses cours, de ses projets, de ses rêves. Le dimanche, nous allions nous promener le long de la Loire. Nous nous arrêtions dans un café. Elle prenait un chocolat chaud, moi un thé. Elle me racontait ses amis, ses sorties, ses premiers amours. Je l'écoutais. Je la regardais devenir une jeune femme. Et je pensais, elle est tout ce que j'ai. Et je suis tout ce qu'elle a. C'était nous deux contre le monde. Un dimanche, alors qu'elle avait 23 ans, nous étions assises dans notre café habituel. Elle m'a dit « Maman, il faut que je te parle de quelque chose. » Son ton était sérieux. J'ai posé ma tasse. « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai rencontré quelqu'un. Mon cœur s'est serré. Pas de tristesse, mais de cette petite peur qu'ont toutes les mères quand elles comprennent que leur fille commence à leur échapper. « C'est bien, ma chérie. Comment s'appelle-t-il ?»« Julien. Julien Marchand. Il travaille dans la finance. Et il est gentil ?» Elle a souri. « Oui, il est très gentil. » Alors je suis heureuse pour toi. Et je l'étais. Vraiment. J'ai rencontré Julien quelques semaines plus tard. Il était grand, élégant, bien élevé. Il avait une poignée de main ferme et un sourire poli. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Madame Rollet, je tiens beaucoup à Mirella. Je vais prendre soin d'elle. » J'ai hoché la tête. C'est tout ce que je demande. Mais il y avait quelque chose dans sa voix.
quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Une certaine assurance, comme s'ils savaient déjà ce qui allait se passer. Ils se sont mariés 2 ans plus tard, un mariage magnifique, à Paris, dans un hôtel particulier du 7e arrondissement. J'avais tout organisé, les fleurs, le traiteur, la musique. Mirella portait une robe en soie ivoire. Elle était radieuse. Laurent aurait été si fier. Pendant la cérémonie, j'ai pleuré. De joie, bien sûr, mais aussi d'autres choses. Une intuition. Une petite voix au fond de moi qui disait « Quelque chose va changer. » Et quelque chose a changé. C'est ce jour-là que j'ai rencontré Geneviève, la mère de Julien. Elle est arrivée en retard à la cérémonie. Elle portait une robe rouge vif, trop voyante pour un mariage, trop présente. Elle avait environ 60 ans, des cheveux teints en blond platine, des bijoux partout, des bracelets qui tintaient à chaque mouvement, des bagues à presque tous les doigts. Elle s'est dirigée directement vers moi après la cérémonie. « Vous devez être Morgane. »« Oui, enchantée. » Elle m'a regardé de haut en bas, lentement, comme on évalue un objet dans une brocante. Jolie robe, un peu sobre peut-être, mais jolie. Un peu sobre. J'ai souri poliment. « Merci. » Elle s'est penchée vers moi et m'a dit, presque en confidence, « Vous savez, Julien et Mirella vont avoir une vie magnifique. Julien gagne très bien sa vie. Et avec mon aide, ils ne manqueront jamais de rien. Avec mon aide. C'est très généreux de votre part. Oh, ce n'est pas de la générosité, c'est de l'amour. On fait tout pour ses enfants, n'est-ce pas? Enfin, quand on en a les moyens. » Elle a souri. Et elle s'est éloignée. Ce soir-là, après le mariage, Mirella est venue me voir. Nous étions dans le petit salon de l'hôtel. Les invités dansaient dans la grande salle. Elle s'est assise à côté de moi. « Maman, merci. Pour tout. C'était une journée parfaite. Je suis heureuse que tu sois heureuse. » Elle a pris ma main. « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? »« Bien sûr, ma chérie. Et tu sais que rien ne changera entre nous. » J'ai serré sa main. Je sais. Mais au fond de moi, cette petite voix murmurait encore « Quelque chose a déjà changé. » Les premiers mois après le mariage, tout semblait aller bien. Mirella m'appelait régulièrement. Elle venait déjeuner avec moi 1 fois par semaine. Nous parlions de leur nouvel appartement, de son travail, de leurs projets de voyage. Elle semblait épanouie. Puis, petit à petit, les appels sont devenus plus courts, les déjeuners plus rares. « Désolée, maman, Geneviève nous a invités. »« Pardon, maman, on a prévu un week-end chez les parents de Julien. »« Excuse-moi, maman, Geneviève a besoin d'aide pour organiser une soirée. »« Geneviève, toujours Geneviève. » Un jour, environ 1 an après le mariage, j'ai appelé Mirella pour l'inviter à dîner. « Désolée, maman, ce soir, on va chez Geneviève. »« Encore ? » ?»« Oui, elle cuisine tellement bien, et elle aime nous recevoir. »« Je comprends. Et peut-être la semaine prochaine ? » ?»« On verra, je te rappelle. » Elle n'a pas rappelé. J'ai commencé à comprendre. Geneviève n'était pas simplement une belle-mère généreuse, elle était une présence qui prenait toute la place. Elle offrait des cadeaux somptueux à Mirella, des sacs, des chaussures, des bijoux. Elle l'emmenait en week-end, à Nice, à Londres, à Milan. Elle organisait des dîners, des soirées, des événements, et à chaque fois, Mirella était là, éblouie, reconnaissante. Un soir, Mirella m'a téléphoné. C'était rare ces derniers temps. « Maman, devine quoi? Geneviève m'a offert un bracelet Cartier. C'est très généreux, n'est-ce pas? Elle est tellement adorable. Elle dit toujours « Ma Mirella mérite ce qu'il y a de mieux. » Ma Mirella, c'est bien. Tu devrais la rencontrer plus souvent. Elle aimerait mieux te connaître. Peut-être, mais je savais. Geneviève ne voulait pas me connaître. Elle voulait me remplacer. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. 2 ans après le mariage, Mirella m'a invité à déjeuner, chez elle, avec Julien et Geneviève. J'aurais dû refuser, mais je voulais essayer. Essayer de comprendre, essayer de reconquérir ma fille. Je suis arrivée avec un bouquet de fleurs, des pivoines blanches, les préférées de Mirella. Geneviève m'a ouvert la porte. « Morgane, entrez, entrez. » Oh, des fleurs, comme c'est classique, classique. Elle portait un tailleur Chanel, ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Elle sentait un parfum lourd, entêtant. Mirella était dans la cuisine. « Bonjour, maman. » Elle m'a embrassé rapidement, distraitement. « Assieds-toi. Geneviève a presque fini de préparer. » Geneviève a presque fini. Dans l'appartement de ma fille. Pendant le repas, Geneviève a monopolisé la conversation. Elle parlait de ses voyages, de ses amis, de ses projets. Mirella l'écoutait avec admiration. Julien acquiesçait en souriant. Moi,
Je mangeais en silence. À un moment, Geneviève s'est tournée vers moi. « Et vous, Morgane, vous faites quoi de vos journées ? Je m'occupe de l'entreprise de mon défunt mari. »« Ah oui, le vin, c'est charmant, un peu provincial, mais charmant. » Provincial. Mirella a ri, un petit rire nerveux. Maman a toujours aimé les choses simples, comme si j'étais quelqu'un de dépassé, de ringard. Après le déjeuner, Geneviève et Mirella sont allées dans le salon. Je les entendais rire, parler de mode, de restaurant, de soirée. Je suis restée dans la cuisine avec Julien. Il rangeait les assiettes. « Julien, est-ce que Mirella va bien ?» Il m'a regardé, surpris. « Bien sûr. Pourquoi ? » « Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle change. » Il a souri. « Elle grandit, Morgane. C'est tout. Elle découvre une autre vie. Une vie plus moderne. Moderne. Ce mot, encore. Vous voulez dire une vie sans moi ? » Il a haussé les épaules. « Je veux dire une vie où elle n'a plus besoin de sa mère pour tout. » Et il est sorti de la cuisine. En partant ce jour-là, j'ai embrassé Mirella. « Tu viendras me voir bientôt ? » « Oui, maman, promis. » Mais je savais. Elle ne viendrait pas. Les mois ont passé. Mirella s'éloignait de plus en plus. Les appels se sont espacés. Les visites ont cessé. Et un jour, elle m'a dit au téléphone « Maman, je suis désolée, mais je n'ai plus vraiment le temps en ce moment. Geneviève organise tellement de choses, et Julien travaille beaucoup, et... Je comprends. Tu ne m'en veux pas ? Non, ma chérie. Mais j'aurais dû lui en vouloir. J'aurais dû hurler. J'aurais dû lui dire « Tu es en train de perdre ta mère pour une femme qui ne t'aime pas vraiment. » Mais je ne l'ai pas fait, parce que j'avais peur. Peur de la perdre encore plus. Et puis, un matin, il y a 3 semaines, j'ai ouvert le coffre, et j'ai découvert que les bijoux avaient disparu. Cette nuit-là, assise dans mon salon avec la broche en saphir, j'ai compris quelque chose. Mirella n'avait pas seulement vendu des bijoux, elle avait vendu notre histoire, notre lien, notre sang, pour plaire à quelqu'un d'autre. Et il était temps qu'elle comprenne ce qu'elle avait fait. Le lendemain matin, Mirella n'est pas venue. Elle avait promis de passer pour regarder l'enveloppe, mais elle n'est pas venue. J'ai attendu toute la journée. J'ai préparé du thé. J'ai disposé des biscuits sur la table du salon. J'ai même sorti les tasses en porcelaine, celles que nous utilisions autrefois pour nos après-midi ensemble. Mais elle n'est pas venue. À 18h, elle m'a envoyé un message. Pas un appel, un message. « Désolée maman, journée chargée. On passera dans la semaine. Bisous, bisous. » 2 syllabes froides sur un écran. J'ai regardé les tasses vides, le thé refroidi, les biscuits intacts, et j'ai pensé à toutes les fois où j'avais attendu. Attendu qu'elle me rappelle. Attendu qu'elle vienne déjeuner. Attendu qu'elle se souvienne que j'existais. Combien de fois avais-je préparé un repas qu'elle n'était jamais venue manger ? Combien de fois avais-je choisi mes mots avec soin pour ne pas la froisser, pour ne pas paraître envahissante, pour ne pas être cette mère-là, la mère dont on se plaint, la mère dont on a honte. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je suis montée au grenier. Il y a des endroits dans une maison où le temps s'arrête. Le grenier en est un. Rien n'y change jamais. La poussière s'accumule, la lumière reste la même, les objets demeurent exactement là où on les a posés des années auparavant. J'ai allumé la vieille ampoule suspendue au plafond. Et j'ai cherché. Je savais ce que je cherchais. Les cartons. Ceux que j'avais montés ici après le départ de Mirella pour Paris. Sa chambre était devenue un bureau. Ses affaires d'enfance, rangées dans des cartons soigneusement étiquetés. Mirella, jouets. Mirella, vêtements. Mirella, souvenirs. J'ai ouvert le dernier. À l'intérieur, il y avait tout ce qu'une mère garde précieusement. Des dessins d'enfants, des bulletins scolaires, des photos de classe, une petite boîte en fer blanc remplie de ses dents de lait, son premier bracelet en argent, celui que Laurent lui avait offert pour ses 7 ans, une lettre qu'elle m'avait écrite quand elle avait 10 ans, pendant une colonie de vacances. « Chère maman, tu me manques beaucoup. J'ai hâte de rentrer à la maison. Les autres filles disent que leurs mamans sont gentilles, mais moi je sais que la mienne est la meilleure du monde. Je t'aime très fort. Mirella. » J'ai tenu cette lettre entre mes mains. L'encre avait un peu pâli. Le papier était jauni sur les bords, mais les mots étaient toujours là, la meilleure du monde. Où était cette petite fille, celle qui pensait que j'étais la meilleure, celle qui avait hâte de rentrer à la maison? J'ai continué à fouiller, et j'ai trouvé un album photo, celui que j'avais composé pour ses 18 ans. Toutes les photos de son enfance, de sa naissance à sa majorité. Sur la première page, une photo de moi tenant Mirella nouveau-née dans mes bras. Je souriais. J'avais l'air fatiguée mais heureuse, tellement heureuse. Plus loin, une photo de Mirella à 5 ans, assise sur les genoux de Laurent.
Ils riaient tous les deux. Elle portait une robe jaune avec des fleurs blanches. Une autre, à 12 ans, le jour de sa communion. Elle tenait un bouquet de roses blanches. Je me tenais à côté d'elle, une main sur son épaule. Et encore une autre, à 15 ans, quelques semaines avant la mort de Laurent. Nous étions toutes les deux dans le jardin. Elle me regardait en souriant. Je me suis assise par terre, au milieu des cartons, l'album sur les genoux. Et j'ai pleuré. Pas des larmes bruyantes, juste des larmes qui coulaient, encore et encore, sans que je puisse les arrêter. Parce que je comprenais. Je comprenais que cette petite fille n'existait plus, que la femme qu'elle était devenue ne me considérait plus comme la meilleure du monde, qu'elle m'avait remplacée. Je suis redescendue 1 heure plus tard, l'album sous le bras. Je l'ai posé sur la table du salon, à côté de l'enveloppe que Mirella n'avait toujours pas ouverte. 2 objets. L'un représentait notre passé, l'autre, son avenir. Les jours suivants, j'ai essayé de vivre normalement. J'allais au bureau, je gérais l'entreprise. Je parlais avec mes clients, mes fournisseurs, mes employés. Mais mon esprit était ailleurs. Je pensais à Mirella, à Geneviève, à ses bijoux vendus pour un sac à main. Un après-midi, j'ai reçu un appel de Béatrice. Béatrice était une vieille amie. Nous nous connaissions depuis le lycée. Elle vivait à Paris, près du Marais. « Morgane, ma chérie, comment vas-tu ?»« Bien, merci. Et toi ?»« Oh, tu sais, toujours la même chose. Mais écoute, il faut que je te raconte. »« Quoi donc ?»« J'ai croisé Mirella hier. Mon cœur s'est serré. »« Ah bon? Où ça ?»« Chez Hermès, avenue Georges V. »« Bien sûr. Elle était avec une femme, grande, blonde, très voyante. Elles essayaient des sacs. Geneviève. Oui, c'est sa belle-mère. Ah, eh bien, elles avaient l'air très complices. Mirella riait beaucoup. Elle semblait, je ne sais pas, différente. Différente comment? Béatrice a hésité. Plus, comment dire, superficielle. Elle parlait fort. Elle faisait des grands gestes. Ce n'était pas la Mirella que je connaissais. Je vois. Morgane. Tout va bien entre vous? Oui, oui, tout va bien. Tu es sûre? Parce que quand je l'ai saluée, elle m'a à peine regardée. Elle était ailleurs. C'est juste une période. D'accord. Mais si tu as besoin de parler, tu sais où me trouver. Merci Béatrice. Après avoir raccroché, je suis restée immobile. Mirella riait beaucoup. Elle semblait heureuse. Avec Geneviève. Pas avec moi. Le soir même, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai regardé les réseaux sociaux de Mirella. Je n'avais jamais été très présente sur ces plateformes. Je trouvais ça futile, inutile. Mais ce soir-là, je voulais voir ce qu'elle montrait au monde, voir qui elle était devenue. J'ai ouvert Instagram sur mon téléphone. J'ai trouvé son profil. À Mirella Marchand. Des centaines de photos. Des photos d'elle, de Julien, de Geneviève. Une photo d'elles deux dans un restaurant chic. Mirella souriait, un verre de champagne à la main. Légende. Soirée parfaite avec ma deuxième maman. Ma deuxième maman. Une autre photo. Geneviève et Mirella devant la tour Eiffel. Légende. Week-end magique avec la meilleure belle-mère du monde. La meilleure du monde. Une autre encore. Mirella portant un sac à main de luxe. Légende. Merci Geneviève pour ce cadeau incroyable. Tu es un ange. J'ai continué à faire défiler. Photo après photo. Geneviève, Julien, des restaurants, des voyages, des sacs, des bijoux. Mais nulle part, je n'apparaissais. Pas une seule photo de moi. Pas une seule mention. Comme si je n'existais pas. Comme si je n'avais jamais existé. J'ai fermé l'application. J'ai posé mon téléphone. Et j'ai réalisé quelque chose. Mirella ne m'avait pas simplement éloignée de sa vie. Elle m'avait effacée. 2 jours plus tard, Mirella m'a enfin appelée. « Maman, on peut passer ce soir ?»« Oui. Bien. Vers 19h. »« D'accord. Et maman ?»« Oui. On ne va pas rester longtemps. On a un dîner après. »« Bien sûr. Un dîner. Chez Geneviève, probablement. » À 19h, ils sont arrivés. Mirella et Julien. Ils sont entrés rapidement, comme des gens pressés. « Bon, maman, cette enveloppe, c'est quoi ?» Elle ne m'a même pas embrassée. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu ?» Juste « c'est quoi ?» Je leur ai fait signe de s'asseoir. Ils se sont installés sur le canapé. Mirella a croisé les bras. Julien a consulté son téléphone. J'ai pris l'enveloppe. « Avant que tu l'ouvres, je veux te raconter quelque chose. Maman, on n'a pas beaucoup de temps. Ça ne prendra que quelques minutes. » Elle a soupiré. « D'accord, vas-y. Ces bijoux que tu as vendus ne t'appartenaient pas encore. Tu l'as déjà dit. Mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est d'où ils viennent. De grand-mère, je sais. Pas seulement de ta grand-mère, de toute notre lignée. » Julien a levé les yeux de son téléphone. « De votre lignée ?»
Oui, ces bijoux ont été créés en 1880 par l'arrière-arrière-grand-mère de ma mère, Louise Rollet. Mirella a haussé les épaules. Et alors, ils ne sont pas simplement des objets, ce sont des témoins de notre histoire. Maman, franchement, on s'en fiche de l'histoire. Ce ne sont que des bijoux. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, la nuit tombait. Louise Rollet était la fille d'un orfèvre. Quand elle s'est mariée, son père lui a offert ses bijoux en lui disant « Ils sont à toi, transmets-les à ta fille, et elle les transmettra à la sienne. Ainsi, notre nom ne mourra jamais. » Je me suis retournée vers Mirella, et depuis 1880, ces bijoux ont été transmis, de mère en fille, toujours. C'est très touchant, maman, mais ça ne change rien. Ça change tout. J'ai repris l'enveloppe. Louise a fait enregistrer ses bijoux comme patrimoine familial. Patrimoine familial? Oui, cela signifie qu'ils ne peuvent pas être vendus, ni donnés, ni perdus. Ils appartiennent à la lignée Rollet, pour toujours. Mirella a pâli légèrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ce que tu as fait est illégal. Julien s'est redressé. Illégal? Vous plaisantez? Non. Mais Mirella avait la combinaison du coffre. Oui, parce que je lui faisais confiance, parce que je pensais qu'elle respecterait ce que ses bijoux représentaient. Mirella s'est levée. Maman, tu exagères. Ce n'est qu'une vieille loi. Personne ne respecte ça aujourd'hui. Détrompe-toi. J'ai ouvert l'enveloppe, lentement. À l'intérieur, il y avait plusieurs documents. Des papiers jaunis par le temps, des cachets officiels, des signatures anciennes. Je les ai posés sur la table, un par un. Voici la certification de patrimoine familial, datée de 1882. Voici l'acte d'enregistrement auprès du notaire royal, en 1884. Voici la clause de protection, rédigée en 1912, après la mort de Louise. Et voici. J'ai sorti le dernier document, le plus important. L'avis juridique rédigé par notre notaire en 2010, confirmant que cette protection est toujours valable aujourd'hui. Mirella regardait les papiers, bouche ouverte. Quoi? Ces bijoux sont protégés par la loi. Quiconque les vend sans autorisation commet un crime de rupture de tutelle patrimoniale. Moi, c'est ridicule. Non, c'est sérieux. Julien s'est approché de la table, il a pris les documents, il les a lus rapidement, et son visage a changé. Mirella, quoi? C'est vrai, c'est écrit ici, ces bijoux sont inaliénables. Inaliénables? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être vendus. Mirella m'a regardée. Pour la première fois depuis longtemps, elle semblait perturbée. Maman, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu as commis une infraction grave. Mais je ne savais pas. Tu aurais dû demander. Tu aurais dû respecter ce qui t'a été confié. Julien a reposé les documents. Et quelles sont les conséquences? J'ai pris une grande inspiration. Selon la loi, la personne qui vend un bien protégé peut être poursuivie pénalement. Elle peut aller en prison. Mirella a vacillé. En prison? Oui, mais c'est absurde. Je suis ta fille. Justement, tu es ma fille, et tu as trahi la confiance de toute notre lignée. Elle s'est effondrée sur le canapé. Julien s'est assis à côté d'elle, le visage livide. Personne ne parlait. Le silence était lourd, pesant. Puis, Mirella a levé les yeux vers moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Tu vas porter plainte? J'ai regardé ma fille, cette femme que je ne reconnaissais plus, cette femme qui avait vendu notre histoire pour un sac à main. Je vais réfléchir. Ils sont partis peu après, sans un mot, sans un regard. Je suis restée seule dans le salon, entourée des documents étalés sur la table. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose se lever en moi. Pas de la colère, pas de la tristesse, mais quelque chose d'autre, une certitude. La vie a ses propres règles, et tôt ou tard, elle exige des comptes. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Les jours qui ont suivi ont été étranges. Mirella ne m'a pas appelé. Pas un message, pas un signe. Le silence. Un silence différent de celui des dernières années. Ce n'était plus le silence de l'indifférence, c'était le silence de la peur. J'ai continué ma vie. Je me levais chaque matin à 7 heures. Je prenais mon café près de la fenêtre. Je regardais le jardin s'éveiller. Les rosiers commençaient à fleurir. C'était le mois de mai. Le mois préféré de Laurent. Il disait toujours « mai, c'est le mois où tout renaît ». Mais moi, je me sentais mourir un peu plus chaque jour. Une semaine après la confrontation, j'ai reçu un appel. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité avant de répondre. « Allô? Madame Rollet ?» Une voix de femme. Grave, assurée.
Oui, ici Maître Fontaine, avocate. Je vous appelle au nom de ma cliente, Madame Mirella Marchand. Mon sang s'est glacé. Mirella avait pris un avocat. Je vous écoute. Ma cliente souhaite clarifier la situation concernant les bijoux en question. Elle affirme que vous lui aviez donné l'autorisation verbale de disposer de ces biens. C'est faux. Elle affirme également que ces bijoux n'ont jamais été officiellement enregistrés comme patrimoine familial protégé. C'est faux également. J'ai tous les documents. Un silence. Dans ce cas, nous souhaiterions les examiner. Pouvez-vous nous les transmettre? Non. Non? Ces documents sont confidentiels. S'il y a une procédure judiciaire, ils seront présentés au tribunal. Pas avant. Madame Rollet, nous essayons de trouver une solution amiable. Il n'y a pas de solution amiable possible. Ma fille a commis un délit. Un prétendu délit. Un délit avéré. Nouveau silence. Très bien. Dans ce cas, nous nous reverrons au tribunal. Si nécessaire. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone. Mes mains tremblaient. Mirella m'attaquait. Ma propre fille me menaçait d'un procès. Pour se protéger. Pour protéger son geste. Pour protéger Geneviève. Le soir même, Béatrice m'a rappelé. « Morgane, il faut que je te dise quelque chose. »« Quoi ?» ?»« J'ai revu Mirella. Aujourd'hui. Au bon marché. Et elle était avec Geneviève. Et elle parlait de toi. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qu'elle disait ?» Béatrice a hésité. « Tu es sûre que tu veux savoir ?»« Oui. » Geneviève disait. « Ta mère est complètement dépassée. Elle s'accroche à des vieilles traditions ridicules. Il faut que tu te libères d'elle. » Et Mirella a répondu « Je sais, mais elle menace de porter plainte. Mon avocat dit que c'est sérieux. » Et qu'a dit Geneviève? Elle a ri. Elle a dit « Laisse-la faire. De toute façon, qui va croire une vieille femme aigrie? Une vieille femme aigrie. » C'était donc ça. C'était comme ça que Geneviève me voyait. Et c'était comme ça qu'elle me présentait à Mirella. « Béatrice, merci de m'avoir prévenue. Morgane, je suis désolée, mais il faut que tu saches quelque chose d'autre. »« Quoi ? » Geneviève, elle a une réputation. Quel genre de réputation? Une réputation de manipulatrice. Béatrice m'a raconté. Geneviève avait été mariée 3 fois. Le premier mari, un homme d'affaires prospère, était mort dans des circonstances étranges. Une chute dans les escaliers de leur maison de campagne. Geneviève avait hérité de tout. Le deuxième mari, un médecin renommé, avait divorcé après 2 ans de mariage. Il disait que Geneviève l'avait épousé uniquement pour son argent et son statut. Le troisième mari, le père de Julien, était mort d'une crise cardiaque. Encore une fois, Geneviève avait hérité de tout. Elle a toujours eu ce qu'elle voulait, Morgane. Et elle le fait en se rendant indispensable, en prenant la place des autres, en devenant celle dont on ne peut plus se passer. Et Mirella est sa dernière conquête. Après cet appel, je suis restée assise dans le noir pendant des heures. Je comprenais maintenant. Geneviève n'avait pas simplement pris ma place. Elle avait chassé ma place, systématiquement. Méthodiquement. Les cadeaux luxueux, les voyages, les dîners, ce n'était pas de la générosité, c'était de la stratégie. Chaque cadeau créait une dette, chaque voyage créait un souvenir, chaque dîner créait une habitude, et petit à petit, Mirella devenait dépendante de Geneviève, de son approbation, de son affection, de son monde. Et moi, j'étais devenue l'obstacle, la mère dépassée, la mère provinciale, la mère qui s'accrochait au passé. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai engagé un détective privé. Je sais que cela peut paraître extrême, mais je devais savoir qui était vraiment Geneviève, savoir ce qu'elle avait fait, savoir ce qu'elle préparait. Monsieur Arnaud était un homme discret, dans la 60aine, avec un regard perçant et une voix calme. Il m'a reçu dans son bureau, près de la gare Montparnasse. « Madame Rollet, que puis-je faire pour vous? Je veux que vous enquêtiez sur quelqu'un. »« Qui ?»« Geneviève Marchand. » J'ai sorti une photo de mon sac, une photo que j'avais imprimée depuis le compte Instagram de Mirella. Geneviève, souriante, élégante, parfaite. Monsieur Arnaud a pris la photo. « Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? » « Tout. Ses mariages, ses divorces, ses finances, ses relations. Tout. » Il a hoché la tête. « Ça prendra quelques semaines. Prenez le temps qu'il faut. » En sortant de son bureau, je me suis sentie différente, pas honteuse, pas coupable, mais déterminée. Geneviève avait pris ma fille, mais elle n'allait pas garder ce qu'elle avait volé. 2 semaines plus tard, Mirella m'a enfin appelée. « Maman, il faut qu'on parle. Je t'écoute. Pas au téléphone, en personne. »« D'accord. Quand ? » ?»« Demain, chez moi, à 18h. »« Très bien. Et maman ? » ?»« Oui. »
Viens seul, seul, comme si j'allais venir avec une armée. Le lendemain, je me suis préparée avec soin. J'ai choisi une robe bleu marine, simple, élégante. J'ai attaché mes cheveux en chignon. J'ai mis la broche en saphir, celle que Mirella n'avait pas vendue, celle qui me rappelait qui j'étais. Morgane Rollet, fille de la lignée, gardienne de notre histoire. J'ai pris le train pour Paris. Pendant le trajet, j'ai regardé défiler le paysage, les champs, les villages, les clochers, ce pays que nos ancêtres avaient traversé, ce pays qui nous avait vus naître, grandir, mourir, génération après génération. Je suis arrivé chez Mirella à 17h55. J'ai sonné. Mirella a ouvert presque immédiatement. Elle portait un pantalon noir et un chemisier blanc. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle avait l'air tendue. « Entre, maman. » Je suis entrée dans l'appartement. Tout était impeccable. Trop impeccable. Comme si personne ne vivait vraiment ici. « Julien n'est pas là ? » ?»« Non. Il travaille tard. » »« Très bien. » Elle m'a fait signe de m'asseoir dans le salon. Je me suis installée sur le canapé. Elle est restée debout. « Maman, il faut que cette situation cesse. » « Quelle situation ? Cette histoire de plainte, cette histoire de bijoux protégés, tout ça. Ah, ce n'est pas une histoire, Mirella, c'est la réalité. Mais c'est absurde. On est en 2024. Plus personne ne respecte ce genre de loi ancienne. Moi, je les respecte, parce que tu es coincée dans le passé. Je me suis levée. Le passé, Mirella, c'est ce qui te constitue. C'est ce qui fait de toi ce que tu es, que tu le veuilles ou non. Non. Ce qui fait de moi ce que je suis, c'est moi, mes choix, ma vie, ta vie que Geneviève a construite pour toi. Elle a sursauté. Quoi ? Tu crois que tout ce que tu vis est ton choix ? Tu crois que cette vie, cet appartement, ces dîners, ces voyages, c'est toi ? Bien sûr que c'est moi. Non, c'est elle. Mirella a serré les poings. Tu es jalouse. Jalouse ? Oui, jalouse parce que j'ai une belle vie. Jalouse parce que Geneviève m'offre ce que toi, tu n'as jamais pu m'offrir. Les mots ont frappé comme des gifles. Ce que je n'ai jamais pu t'offrir, oui, Geneviève m'emmène à l'opéra, dans des restaurants étoilés, en voyage à l'étranger. Elle me traite comme une adulte, pas comme une petite fille. Je t'ai élevée seule après la mort de ton père. J'ai travaillé jour et nuit pour que tu ne manques de rien. Tu as fait ton devoir. Ton devoir. Je me suis assise de nouveau. Mes jambes ne me portaient plus. Tu penses vraiment que tout ce que j'ai fait n'était que... Mon devoir ? Mirella a détourné le regard. Je ne sais pas. Peut-être. Et Geneviève, elle fait quoi ? Son devoir aussi ? Non. Elle m'aime. Ces mots que je n'oublierai jamais. Elle m'aime. Comme si moi, je ne l'avais jamais aimée. Mirella, regarde-moi. Elle a levé les yeux. Geneviève ne t'aime pas. C'est toi qui le dis. Elle t'utilise. N'importe quoi. Elle fait de toi sa poupée, sa création, quelqu'un qui lui ressemble, quelqu'un qui dépend d'elle. Tu es ridicule. Non, je suis lucide. Mirella a croisé les bras. Maman, si tu continues comme ça, je vais être obligée de couper les ponts. Les ponts sont déjà coupés, Mirella. Depuis longtemps. Alors pourquoi tu t'accroches ? Parce que tu es ma fille. Eh bien, moi, j'ai l'impression d'avoir deux mères, et l'une d'elles me rend heureuse. L'autre me juge en permanence. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la porte. Avant de sortir, je me suis retournée. Un jour, Mirella, tu comprendras ce que Geneviève a fait. Un jour, tu verras que tout ce qu'elle t'a donné avait un prix. Et ce jour-là, tu regretteras. Je ne regretterai rien. On verra. Je suis sortie, j'ai descendu les escaliers lentement. Dans la rue, il pleuvait. Une pluie fine, froide. Je n'avais pas de parapluie. Je me suis mise à marcher. J'ai marché pendant 1 heure. Sous la pluie, les rues de Paris défilaient, les passants pressés, les lumières des vitrines, le bruit des voitures, tout me semblait lointain, irréel. Je pensais à Mirella, à ces mots. Elle m'aime. J'ai l'impression d'avoir deux mères. Tu as fait ton devoir. Chaque phrase était un couteau. Et je pensais à Geneviève, à son sourire parfait, à ses cadeaux empoisonnés, à sa stratégie implacable. Elle avait gagné. Elle avait pris ma fille. Mais quelque chose en moi refusait de céder. Quelque chose qui venait du plus profond de ma lignée. Quelque chose que Louise Rollet avait transmis à ses filles. La dignité, la patience, la certitude que la vie finit toujours par rendre justice. Je suis rentrée chez moi tard dans la nuit, trempée, épuisée, mais déterminée. Sur mon répondeur, il y avait un message. « Monsieur Arnaud, Madame Rollet, j'ai terminé mon enquête. J'ai des informations importantes, très importantes. Pouvez-vous passer à mon bureau demain matin ?» J'ai écouté le message 3 fois.
des informations importantes sur Geneviève. Je me suis allongée dans mon lit. Dehors, la pluie continuait. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Pas un sourire de joie, mais un sourire de certitude. La vérité allait éclater. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Je me suis réveillée à l'aube. Le soleil n'était pas encore levé. Le ciel avait cette couleur grise et bleutée qui précède le jour. Je n'avais presque pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage de Mirella, sa froideur, son mépris, sa certitude que Geneviève l'aimait plus que je ne l'avais jamais aimée. Je me suis levée, j'ai préparé un café. Je me suis assise près de la fenêtre avec la broche en saphir entre mes mains. Et j'ai pensé à ma mère. Maman était morte il y a 8 ans. Un cancer, rapide, foudroyant. Elle avait 79 ans. Avant de mourir, elle m'avait appelée dans sa chambre. Elle tenait cette même broche dans ses mains. « Morgane, ces bijoux ne sont pas simplement beaux. Ils sont notre mémoire, la mémoire de toutes les femmes qui nous ont précédées. »« Je sais, maman. Tu promets de les protéger ?»« Je promets. » Elle avait souri faiblement. « Et tu promets de les transmettre à Mirella quand elle sera prête ?»« Oui, pas avant. Seulement quand elle comprendra leur valeur. » Quand elle comprendra leur valeur. Mirella n'avait jamais compris. Elle les avait vus comme des objets, des choses à vendre, à transformer en argent, en statut, en approbation. L'approbation de Geneviève. À 9 heures, j'étais dans le bureau de Monsieur Arnaud. Il m'attendait avec une enveloppe Kraft posée sur son bureau. Une enveloppe épaisse. « Madame Rollet, asseyez-vous. » Je me suis installée dans le fauteuil en face de lui. Mon cœur battait vite. « Vous avez trouvé quelque chose ?»« Oh oui, beaucoup de choses. » Il a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, des dizaines de documents, des photos, des relevés bancaires, des articles de presse. Geneviève Marchand, née Geneviève Dubois en 1963, mariée 3 fois, comme vous le saviez déjà. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est à quel point ces mariages ont été lucratifs. Lucratifs? Oui. Regardez. Il a sorti une première photo. Un homme d'une 50aine d'années. Beau, distingué. Philippe Arnaud, premier mari, homme d'affaires dans l'immobilier. Ils se sont mariés en 1987. Il est mort en 1989. La chute dans les escaliers. Exact. Mais ce que l'enquête n'a jamais révélé, c'est que 2 semaines avant sa mort, Philippe avait fait modifier son testament. Geneviève héritait de tout. Absolument tout. C'est suspect. Très. Mais l'enquête a conclu à un accident. Il avait bu. Les escaliers étaient glissants. Pas de preuve. Il a sorti une deuxième photo. Un homme plus âgé. Des cheveux gris, un regard sévère. Docteur Marc Leroy. Deuxième mari. Cardiologue renommé. Ils se sont mariés en 1994. Divorce en 1996. Pourquoi si court? Monsieur Arnaud a sorti un document. Voici la déposition du docteur Leroy lors de la procédure de divorce. Je cite. « Ma femme m'a épousée pour mon statut et ma fortune. Elle m'a isolée de mes amis, de ma famille. Elle contrôlait chaque aspect de ma vie. Quand j'ai voulu divorcer, elle a menacé de ruiner ma réputation. » Elle l'a menacé? Oui, elle affirmait avoir des preuves qu'il avait commis des fautes professionnelles. Des preuves qui n'ont jamais été présentées, mais qui ont suffi à le terroriser. Mais le divorce? Il a accepté de lui verser une somme considérable pour qu'elle se taise. 3 millions de francs. L'équivalent d'environ 450 000 € aujourd'hui. Je sentais mon sang se glacer. Geneviève n'était pas simplement manipulatrice, elle était dangereuse. Et le troisième mari? Monsieur Arnaud a sorti une troisième photo. Un homme élégant, souriant, des yeux clairs, Henri Marchand, entrepreneur dans l'industrie pharmaceutique, le père de Julien. Ils se sont mariés en 2002. Il est mort en 2015. Crise cardiaque. Oui, mais là encore, quelque chose ne colle pas. Il a sorti un rapport médical. Henri Marchand était en excellente santé. Pas d'antécédents cardiaques, pas de cholestérol, pas de diabète, rien. Alors comment? Le médecin légiste a conclu à une crise cardiaque foudroyante, mais aucune autopsie n'a été pratiquée. Pourquoi? Parce que Geneviève s'y est opposée. Pour des raisons religieuses, soi-disant. Et personne n'a insisté? Non. Elle était l'épouse. Elle avait le droit de refuser. Je me suis adossée à mon fauteuil. 3 maris, 2 morts suspectes, un divorce sous menace. Et à chaque fois, Geneviève avait tout obtenu. L'argent, le statut, la liberté. Il y a autre chose. Monsieur Arnaud a sorti une série de relevés bancaires. Depuis 2015, Geneviève a dépensé
énormément. Voyage de luxe, achats compulsifs, cadeaux somptueux. Regardez ces chiffres. J'ai parcouru les relevés. 50 000 € pour un voyage aux Maldives. 20 000 € pour un collier. 40 000 € pour un sac Hermès. 40 000 €. Le sac qu'elle avait reçu de Mirella. Elle a tout dépensé, presque tout. L'héritage d'Henri s'élevait à environ 3 millions d'euros. Il lui en reste moins de 200 000. Elle est presque ruinée. Exactement. J'ai compris. Geneviève n'avait pas simplement pris Mirella sous son aile par générosité. Elle l'avait fait parce qu'elle avait besoin d'elle. Besoin de son admiration. Besoin de sa dépendance. Besoin de son argent. Et Julien, il sait quelque chose? Monsieur Arnaud a secoué la tête. Julien croit que sa mère est riche. Elle lui a toujours fait croire qu'elle avait hérité de plusieurs fortunes, qu'elle était à l'abri du besoin. Il ne connaît pas la vérité. Et Mirella? Mirella ne sait rien non plus. Pour elle, Geneviève est une femme généreuse, élégante, indépendante. Il y a encore quelque chose. Il a sorti un dernier document, une facture, d'un joaillier parisien. Regardez, j'ai lu. Vente de bijoux anciens, collier perles d'Orient, boucles d'oreilles émeraude, bague marquise, 42 000 €, vendeuse, Madame Mirella Marchand, acheteuse, Madame Geneviève Marchand. Mon sang n'a fait qu'un tour. Geneviève a acheté les bijoux? Oui, pas pour les garder. Regardez la date de cette autre facture. Il a sorti un second document. Revente de bijoux anciens, collier perles d'Orient, boucles d'oreilles émeraude, bague marquise, 68 000 €, vendeuse, Madame Geneviève Marchand. Elle les a revendus. Oui, avec un bénéfice de 26 000 €. Mais pourquoi? Pour financer son train de vie. Elle était à court d'argent. Elle a convaincu Mirella de vendre les bijoux en lui disant que c'était pour lui acheter un sac. Mirella a cru qu'elle offrait un cadeau à sa belle-mère adorée. En réalité, elle finançait les dettes de Geneviève. J'ai fermé les yeux. Tout prenait sens. Les cadeaux, les voyages, l'affection, tout était calculé. Geneviève avait manipulé Mirella depuis le début, pour son argent, pour ses biens, pour son héritage. Et le sac, le Hermès, à 40 000 €? Monsieur Arnaud a souri tristement. Il n'existe pas. Enfin, si. Mais Geneviève ne l'a jamais reçu. C'est elle qui a suggéré à Mirella de vendre les bijoux en prétextant vouloir ce sac. En réalité, elle voulait l'argent. Mais Mirella a dit ce que Geneviève lui a demandé de dire. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la fenêtre du bureau. Dehors, Paris s'agitait. Les voitures, les passants, la vie. Madame Rollet, il y a encore une chose. Je me suis retournée. Quoi? Geneviève a fait une demande de prêt bancaire il y a 3 semaines. Un prêt? Oui, 100 000 €. Pourquoi faire? Elle a prétendu vouloir investir dans une affaire immobilière. Et la banque a refusé. Elle est trop endettée. J'ai compris la suite. Geneviève était désespérée. Elle avait besoin d'argent. Et elle savait qu'il y avait une source. Moi, mon héritage, ma fortune, les biens de la famille Rollet. Elle veut mon héritage. Monsieur Arnaud a hoché la tête. J'en suis convaincue. Mais comment? Je suis encore vivante. Elle passe par Mirella. Si Mirella hérite de vous, Geneviève aura accès à cet héritage. Par manipulation, par chantage affectif, par tous les moyens. Je me suis rassise. Tout était clair maintenant. Geneviève n'avait jamais aimé Mirella. Elle l'avait façonnée, isolée, retournée contre moi. Pour qu'un jour, quand je mourrais, Mirella hérite et Geneviève prendrait tout. Qu'est-ce que je peux faire? Vous avez plusieurs options. La première, porter plainte contre Mirella pour vol et rupture de tutelle patrimoniale. Et Geneviève, si vous prouvez qu'elle a orchestré le vol, elle peut être poursuivie pour recel et complicité. Combien de temps de prison? Pour Mirella, entre 6 mois et 2 ans. Pour Geneviève, entre 2 et 5 ans. Mon cœur s'est serré. 6 mois à 2 ans. Ma fille, en prison. Et la deuxième option? Vous pouvez modifier votre testament. Déshériter Mirella. Léguer vos biens à une œuvre caritative, à un musée, à qui vous voulez. Ainsi, même si Mirella reste sous l'emprise de Geneviève, elle n'héritera de rien. Et Mirella apprendra la vérité sur Geneviève comment? Elle ne l'apprendra peut-être jamais. Mais au moins, Geneviève n'obtiendra rien. Je suis restée silencieuse longtemps. 2 options, 2 chemins. L'un conduisait à la justice, au tribunal, à la prison. L'autre conduisait au silence, à l'effacement, à la rupture définitive. Monsieur Arnaud, puis-je réfléchir? Bien sûr, mais ne tardez pas trop. Geneviève est rusée.
Si elle sent que vous avez découvert quelque chose, elle pourrait agir plus vite. Agir comment? Convaincre Mirella de faire d'autres choses, de vendre d'autres biens, de vous éloigner encore plus. Ou pire, il a hésité. Bédé. Madame Rollet, 2 de ses maris sont morts dans des circonstances suspectes. Je ne dis pas qu'elle est dangereuse physiquement, mais elle est capable de tout pour obtenir ce qu'elle veut. Un frisson m'a traversé. Geneviève, manipulatrice, menteuse et peut-être meurtrière. Je suis sortie du bureau avec l'enveloppe contenant tous les documents. J'ai marché dans les rues de Paris sans vraiment savoir où j'allais. Mes pensées tourbillonnaient. Mirella, ma petite fille, celle que j'avais bercée, nourrie, élevée, aimée. Elle était devenue une étrangère, pire, une complice. Mais au fond de moi, je savais. Elle n'était pas méchante, elle était aveuglée, manipulée, prisonnière d'une femme qui jouait avec elle comme avec une marionnette. Je me suis arrêtée devant une église, Saint-Sulpice. Je suis entrée. À l'intérieur, il faisait frais, silencieux. Quelques personnes priaient, assises sur les bancs. Je me suis avancée jusqu'à un cierge. J'en ai allumé un. Pour Laurent, pour ma mère, pour toutes les femmes de la lignée Rollet, et pour Mirella. J'ai prié, pas pour demander de l'aide, mais pour trouver la force de faire ce qui était juste, pas ce qui était facile, pas ce qui me soulagerait, mais ce qui était juste. En sortant de l'église, j'ai pris une décision. Je n'allais pas fuir, je n'allais pas me taire, je n'allais pas laisser Geneviève gagner. J'allais me battre, pas avec violence, pas avec haine, mais avec la vérité, et avec la loi. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi. J'ai posé l'enveloppe de Monsieur Arnaud sur mon bureau. À côté, l'enveloppe contenant les documents de protection patrimoniale. 2 enveloppes, 2 armes. Et j'ai appelé mon notaire. Maître Dupont, j'ai besoin de vous. C'est urgent. Madame Rollet, que se passe-t-il? Il se passe que ma fille a vendu des biens protégés et que je vais porter plainte. Un silence. Vous êtes sûre? Certaine. Très bien. Venez demain matin. Nous préparerons le dossier. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon salon. La broche en saphir brillait sous la lumière de la lampe. Et j'ai pensé à Louise, à Marguerite, à Élisabeth, à toutes ces femmes qui m'avaient précédée. Elles n'avaient jamais cédé. Elles avaient protégé ce qui devait l'être, transmis ce qui devait l'être, avec dignité, avec courage. Et moi, Morgane Rollet, j'allais faire de même, même si cela signifiait perdre ma fille, même si cela signifiait être seule, même si cela signifiait souffrir, parce que certaines choses ne se vendent pas, certaines choses ne se négocient pas, certaines choses sont sacrées, et je ne les laisserai pas disparaître. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Le lendemain matin, j'étais dans le bureau de Maître Dupont à 9 heures précises. Il m'attendait avec son assistant, Maître Rousseau, une jeune femme d'une trentaine d'années, aux cheveux courts et au regard vif. Madame Rollet, asseyez-vous. Je me suis installée. J'ai posé les 2 enveloppes sur son bureau. Voici les documents de protection patrimoniale. Et voici le rapport du détective privé. Maître Dupont a ouvert la première enveloppe. Il a parcouru les documents lentement, en silence. Puis, il a ouvert la seconde. Son visage s'est assombri au fur et à mesure de sa lecture. Mon Dieu, vous comprenez maintenant pourquoi je dois agir. Oui, mais Madame Rollet, êtes-vous consciente des conséquences? Quelles conséquences? Maître Rousseau a pris la parole. Si vous portez plainte contre votre fille, elle risque la prison. Le tribunal ne fait pas de distinction. La loi est la loi. Je sais. Et vous êtes prête à aller jusque-là? Je n'ai pas le choix. Vous avez toujours le choix, Madame Rollet. J'ai regardé Maître Rousseau droit dans les yeux. Ma fille a été manipulée par une femme dangereuse. Une femme qui a peut-être tué 2 hommes. Une femme qui ruine tout ce qu'elle touche. Si je ne fais rien, Geneviève continuera. Elle prendra tout. Mon héritage, ma famille, mon nom. Mais en agissant, vous risquez de perdre votre fille pour toujours. Je l'ai déjà perdue. Le silence s'est installé dans le bureau. Maître Dupont a refermé les enveloppes. Très bien, nous allons préparer le dossier. La plainte sera déposée dans les 48 heures. Mais avant cela, je vous conseille fortement de prévenir Mirella. La prévenir? Oui. Lui donner une dernière chance de rectifier, de rendre les bijoux, ou au moins de reconnaître ce qu'elle a fait. Et si elle refuse, alors nous irons jusqu'au bout. Je suis sortie du cabinet avec un poids sur le cœur. Une dernière chance, une dernière conversation, une dernière tentative de sauver ce qui pouvait encore l'être. J'ai appelé Mirella depuis mon téléphone. Elle a décroché à la 3e sonnerie. « Maman? Mirella, il faut qu'on se voie. »« Encore? » »« Oui, c'est important. »« Je ne peux pas aujourd'hui. J'ai un déjeuner avec Geneviève. »
Bien sûr. Alors ce soir, on a un dîner chez des amis. Mirella, c'est urgent. Elle a soupiré. D'accord. Demain midi, chez moi. Non, pas chez toi. Pourquoi? Parce que je veux qu'on soit seuls. Sans Julien, sans Geneviève. Maman, tu deviens parano. Accepte ou refuse. Un silence. Très bien. Où? Au jardin du Luxembourg. À midi. Le jardin du Luxembourg? En plein hiver? Il ne fait pas si froid. Et j'ai besoin d'air. Comme tu veux. Le lendemain, je suis arrivée au jardin à 11h45. Le ciel était gris. Il faisait frais, mais pas glacial. Quelques personnes se promenaient. Des enfants jouaient près du bassin. Je me suis assise sur un banc près de la fontaine Médicis. Et j'ai attendu. Mirella est arrivée à 12h10. Elle portait un manteau beige, un foulard Hermès et des lunettes de soleil. Même par ce temps gris. Elle s'est assise à côté de moi sans un mot. Bonjour Mirella. Bonjour maman. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si urgent? J'ai sorti une enveloppe de mon sac. L'enveloppe du détective. Je la lui ai tendue. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. Elle a pris l'enveloppe, l'a ouverte, a sorti les documents. Et elle a commencé à lire. J'ai observé son visage. Au début, de l'incompréhension, puis de la surprise, puis de l'incrédulité, puis du choc. C'est quoi ça? C'est la vérité sur Geneviève. Non, c'est des mensonges. Ce sont des faits, des documents officiels, des relevés bancaires, des témoignages. Tu as fait enquêter sur elle? Oui. Elle a jeté les papiers sur le banc. Tu es folle. Non, je suis lucide. Tu espionnes ma belle-mère parce que tu es jalouse. Je ne suis pas jalouse, Mirella. Je suis inquiète. Inquiète de quoi? Que je sois heureuse? Que j'ai une vie meilleure que la tienne? Les mots ont frappé. Fort. Mais j'ai tenu bon. Mirella, regarde ces documents. Geneviève a été mariée 3 fois. 2 de ses maris sont morts dans des circonstances suspectes. C'est la vie. Les gens meurent. Elle les a manipulés. Elle a hérité de fortunes considérables. Et maintenant, elle est ruinée. Ruinée? N'importe quoi. Regarde comment elle vit. Elle vit sur les restes de ce qu'elle a volé. Et maintenant, elle te vole à ton tour. Mirella s'est levée brusquement. Arrête. Non, tu dois savoir. Savoir quoi? Que Geneviève ne t'aime pas. Elle t'utilise. C'est toi qui dis ça. Non, ce sont les faits. Regarde ce document. J'ai sorti la facture du joaillier. Celle qui prouvait que Geneviève avait acheté les bijoux pour les revendre. Lis. Elle a pris le papier. Elle a lu. Et son visage a changé. C'est une erreur. Ce n'est pas une erreur. Geneviève t'a fait vendre mes bijoux en prétendant vouloir un sac. En réalité, elle voulait l'argent. Elle les a revendus avec un bénéfice de 26 000 €. Non, elle ne ferait jamais ça. Elle l'a fait. Mirella s'est rassise. Ses mains tremblaient. Mais elle m'a dit qu'elle adorait ce sac, qu'elle le voulait depuis des années. C'était un mensonge. Mais pourquoi? Pourquoi elle mentirait? Parce qu'elle a besoin d'argent, parce qu'elle est endettée, parce qu'elle cherche à mettre la main sur mon héritage. Mirella a secoué la tête. Non, 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 non. Tu inventes tout ça? Je n'invente rien. Tout est là, noir sur blanc. Mais elle m'aime. Elle me l'a dit. Elle te manipule. Je me suis rapprochée d'elle. J'ai pris sa main. Elle ne l'a pas retirée. Mirella, écoute-moi. Geneviève est dangereuse. Elle a détruit des vies. Elle a peut-être même tué. Et maintenant, elle te détruit toi aussi. Comment elle me détruit? En te retournant contre moi, en t'éloignant de ta famille, en te faisant commettre un crime. Elle a retiré sa main brusquement. Un crime? Oui. Vendre ses bijoux était illégal. Tu risques la prison. La prison? Oui. Entre 6 mois et 2 ans. Le choc sur son visage était réel. Mais je ne savais pas. Tu aurais dû demander. Tu ne m'avais jamais dit. Je t'ai dit que ces bijoux étaient importants, que c'était notre héritage, que tu devais les respecter, mais pas qu'ils étaient protégés par la loi. Tu ne m'as jamais laissé le temps de t'expliquer. Elle s'est levée de nouveau. Elle a marché jusqu'au bassin. Elle est restée là, immobile, regardant l'eau. Je l'ai rejointe. Mirella, je ne veux pas te voir en prison. Alors ne porte pas plainte. Ce n'est pas si simple. Si, c'est simple, tu retires ta plainte. On oublie tout ça. Et Geneviève? Quoi, Geneviève? Elle va continuer. Elle va te manipuler encore. Elle va te pousser à faire d'autres choses. Non, je vais lui parler. Je vais lui demander des explications. J'ai secoué la tête. Elle niera tout. Elle inventera des excuses. Elle te fera croire que je suis folle. Peut-être que tu l'es.
Ces mots, encore une fois, peut-être que tu es folle. Mirella, regarde-moi. Elle s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient rouges. Elle pleurait. Maman, je ne sais plus quoi penser. Alors réfléchis, pose-toi les bonnes questions. Qui t'a toujours aimé? Qui t'a élevé? Qui a travaillé pour toi? Qui a tout sacrifié pour toi? Toi. Et qui est arrivé dans ta vie il y a 3 ans avec des cadeaux, des sourires et des promesses? Elle n'a pas répondu. Mirella, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Même quand tu m'as rejeté. Même quand tu m'as humilié. Même quand tu as vendu notre héritage. Alors pourquoi tu veux me faire enfermer? Parce que c'est la seule façon de te sauver. Elle m'a regardé, incrédule. Me sauver? En m'envoyant en prison? En te montrant la vérité? En brisant l'emprise que Geneviève a sur toi? Tu es complètement folle. Elle a ramassé son sac. Je ne veux plus te voir. Mirella, non, c'est fini. Tu as franchi la ligne. Tu veux me détruire. Je veux te protéger. Tu veux te venger. Elle est partie, en courant presque. Je suis restée là, près du bassin, les documents éparpillés sur le banc. Et j'ai compris. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Mirella avait fait son choix. Elle avait choisi Geneviève. Elle avait choisi l'illusion. Elle avait choisi l'aveuglement. Mais moi, j'avais fait le mien aussi. J'allais jusqu'au bout. Pour elle. Pour notre lignée. Pour la vérité. Ce soir-là, j'ai appelé Maître Dupont. Déposez la plainte. Vous êtes sûre? Certaine. Très bien. Ce sera fait demain matin. J'ai raccroché. J'ai regardé la broche en saphir posée sur mon bureau. Et j'ai pensé à Louise, à ce qu'elle aurait fait à ma place. Elle aurait fait la même chose, sans hésiter. Parce que certaines choses sont plus importantes que le confort, plus importantes que la paix, plus importantes même que l'amour, la dignité, l'honneur, la justice. Le lendemain, la plainte a été déposée. Mirella a été convoquée au commissariat et tout a basculé. 3 jours après le dépôt de la plainte, j'ai reçu un appel, un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Allô, Madame Rollet? Ici le commissariat du 7e arrondissement. Mon cœur s'est arrêté. Oui, votre fille, Madame Mirella Marchand, a été entendue ce matin suite à votre plainte. Je sais. Elle souhaite vous parler. Me parler? Oui. Elle demande à vous voir. Seule. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mirella voulait me voir. Après tout ce qui s'était passé. Après tout ce qu'elle m'avait dit. Le rendez-vous a été fixé pour le lendemain. Dans un café près du commissariat. Neutre, public. Sans Julien, sans Geneviève. Juste nous deux. Je suis arrivée en avance. J'ai commandé un thé. Je me suis assise près de la fenêtre. Et j'ai attendu. Mirella est arrivée à 14 heures pile. Elle portait un jean et un pull simple. Pas de maquillage. Les cheveux attachés. Elle avait l'air différente. Plus petite. Plus fragile. Plus vraie. Elle s'est assise en face de moi, sans un mot. Le serveur est venu prendre sa commande. Un café. Noir. Il est reparti. Le silence s'est installé. Lourd. Pesant. Puis, elle a parlé. La police m'a interrogée pendant 2 heures. Je sais. Ils m'ont montré tous les documents, les certificats, les lois, tout. Et ils m'ont dit que ce que j'ai fait est grave, très grave. Elle a baissé les yeux. Je risque vraiment la prison. Oui. Combien de temps? Entre 6 mois et 2 ans. Elle a levé les yeux vers moi. Tu vas vraiment me laisser aller en prison? Ce n'est pas moi qui décide. C'est la justice. Mais tu peux retirer ta plainte? Je pourrais. Oui. Alors fais-le. J'ai pris une grande inspiration. Mirella, pourquoi tu as fait ça? Quoi? Pourquoi tu as vendu ces bijoux? Je te l'ai dit. Pour Geneviève. Mais pourquoi? Pourquoi elle était si importante? Elle a détourné le regard. Parce qu'elle m'acceptait. Je t'acceptais aussi. Non. Toi, tu me jugeais. Ces mots. Encore. Tu me jugeais. Je ne t'ai jamais jugé. Si. Toujours. Mes choix. Mes vêtements. Mes amis. Mon mari. Tout. Je voulais juste que tu sois heureuse. Non. Tu voulais que je sois comme toi. J'ai senti mes yeux piquer. Comme moi? Oui. Coincée dans le passé. Accrochée à des traditions ridicules. Seule. Seule. Le mot a résonné dans ma tête. Mirella, je ne suis pas coincée dans le passé. Je respecte notre histoire. C'est différent. Pour toi, peut-être. Pour moi, c'est la même chose. Le serveur a apporté son café. Elle l'a pris, a bu une gorgée, puis elle a continué. Geneviève, elle, ne me jugeait pas. Elle m'encourageait. Elle me disait que j'étais belle, intelligente, capable. Elle me faisait sentir importante. Et moi, je ne te faisais pas sentir importante? Non. Toi, tu me faisais sentir obligée. Obligée.
Obligée de quoi? D'être la fille parfaite, de perpétuer la lignée, de porter le nom, de tout faire comme il faut. C'est ce que tu ressens? Oui, j'ai baissé les yeux. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que j'avais été trop exigeante, trop rigide, trop... mère. Mirella, je suis désolée. Elle a relevé la tête, surprise. Quoi? Je suis désolée si je t'ai fait sentir jugée, si je t'ai mise sous pression. Ce n'était pas mon intention. Ses yeux se sont remplis de larmes. Alors pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me traînes devant la justice? Parce que je dois te montrer la vérité. Quelle vérité? Que Geneviève ne t'aime pas. Elle a secoué la tête. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Si, je sais exactement de quoi je parle. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert un dossier. Les photos du rapport du détective, les relevés bancaires, les factures. Regarde, je lui ai montré les preuves, une par une. Les 3 mariages de Geneviève, les morts suspectes, la fortune dilapidée, la revente des bijoux. Mirella regardait l'écran. Son visage changeait. Incrédulité, confusion, colère, douleur. Non, si. Mais elle m'a dit qu'elle avait acheté le sac, qu'elle l'adorait. Elle a menti. Mirella a posé le téléphone. Elle a mis sa tête entre ses mains et elle a pleuré. Pas des larmes de colère, pas des larmes de frustration, mais des larmes de honte, de trahison, de réalisation. Je suis tellement stupide. Non, tu n'es pas stupide. Tu as été manipulée. J'aurais dû voir, j'aurais dû comprendre. Elle est très forte. Elle a manipulé 3 hommes avant toi. Elle a levé les yeux vers moi. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas dire la vérité. Mais la police, tu vas leur dire que Geneviève t'a manipulé, que tu ne savais pas pour la protection patrimoniale, que tu pensais faire plaisir à ta belle-mère. Et toi? Moi? Tu vas retirer ta plainte? J'ai hésité. Longuement. Ça dépend. De quoi? De toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai regardé ma fille droit dans les yeux. Je veux que tu quittes Geneviève. Quitter Geneviève? Oui. Coupe les ponts avec elle. Complètement. Mais c'est ma belle-mère. C'est une manipulatrice. Une menteuse. Et peut-être pire. Mirella a secoué la tête. Je ne peux pas. Julien doit savoir aussi. Savoir quoi? Qui est vraiment sa mère? Elle a fermé les yeux. Il ne me croira jamais. Montre-lui les preuves. Il va penser que tu as tout inventé. Ces documents sont officiels. Ils viennent de la police, des banques, des tribunaux. Un long silence. Mirella, si tu ne quittes pas Geneviève, elle va te détruire, comme elle a détruit ses maris, comme elle détruit tout ce qu'elle touche. Et si je la quitte, alors je retire ma plainte. Et on recommence, toi et moi. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient rouges, son visage défait. Tu promets? Je promets. Mais comment je peux te croire, après tout ce qui s'est passé? Parce que je suis ta mère, et une mère ne ment jamais à sa fille. Elle a pleuré de nouveau. Cette fois, je me suis levée. Je me suis assise à côté d'elle, et je l'ai prise dans mes bras, pour la première fois depuis des années. Elle s'est laissée faire, elle a posé sa tête sur mon épaule, et elle a pleuré, longtemps. Je suis désolée, maman. Je sais, j'ai tout gâché. Non, tu as été trompée. J'aurais dû t'écouter. L'important, c'est que tu comprennes maintenant. Nous sommes restés comme ça pendant plusieurs minutes. Les gens autour de nous continuaient leur vie, buvaient à leur café, parlaient, riaient, mais pour nous, le temps s'était arrêté. Finalement, Mirella s'est redressée. Elle a essuyé ses larmes. Je vais parler à Julien. Bien. Mais je ne sais pas comment il va réagir. Dis-lui la vérité. Montre-lui les preuves. Et s'il ne me croit pas, alors il devra choisir, entre toi et sa mère. Elle a hoché la tête. Et toi, tu vas vraiment retirer ta plainte? Oui, mais à une condition. Laquelle? Que tu témoignes contre Geneviève. Son visage s'est figé. Témoigner? Oui. Dire à la police comment elle t'a manipulé, comment elle t'a poussé à vendre les bijoux, comment elle les a revendus. Mais elle va me haïr. Elle ne t'a jamais aimé. Mirella a fermé les yeux. D'accord, je le ferai. Tu promets? Je promets. Nous sommes sortis du café ensemble. Dehors, il pleuvait légèrement. Une pluie fine, froide. Mirella a relevé le col de son manteau. Maman? Oui? Est-ce qu'on peut redevenir nous? J'ai souri. Pour la première fois depuis des semaines. On n'a jamais cessé d'être nous, ma chérie. Elle m'a embrassée, puis elle est partie. Je suis restée sous la pluie, en regardant ma fille s'éloigner. Et j'ai pensé à Laurent, à ma mère, à toutes les femmes de notre lignée. Elles seraient fières, pas de la douleur, pas du conflit, mais de la résolution, du courage, de la vérité. 3 jours plus tard, Mirella a témoigné. Elle a tout raconté. Les cadeaux, les manipulations, la vente des bijoux,
La revente. La police a ouvert une enquête sur Geneviève. Pour recel, pour complicité, pour escroquerie. Et j'ai retiré ma plainte contre Mirella. Le procureur m'a appelé. Madame Rollet, êtes-vous sûre de vouloir retirer votre plainte? Oui, ma fille a été manipulée. Ce n'est pas elle qui doit payer. Très bien. Mais sachez que l'enquête contre Madame Marchand continue. Parfait. 2 semaines plus tard, Geneviève a été convoquée. Elle a nié. Tout. Mais les preuves étaient là. Les factures, les relevés bancaires, le témoignage de Mirella, le rapport du détective. Le juge a décidé de poursuivre. Geneviève risquait entre 2 et 5 ans de prison. Quand Julien l'a appris, il est venu me voir. Seul. Madame Rollet, je ne comprends pas. Ma mère, elle ne ferait jamais ça. Julien, les preuves sont là. Mais elle dit que Mirella ment, que vous avez tout monté contre elle. Est-ce que Mirella a déjà menti? Il a baissé les yeux. Non. Alors pourquoi mentirait-elle maintenant? Il n'a pas répondu. Julien, je sais que c'est difficile. C'est ta mère, mais elle a fait des choses graves. Elle a toujours été là pour moi. Je sais, mais à quel prix? Il est parti sans un mot. 1 semaine plus tard, Mirella m'a appelé. Maman, Julien a demandé le divorce. Mon cœur s'est serré. Pourquoi? Il dit qu'il ne peut pas rester avec moi si je témoigne contre sa mère. Je suis désolée. Moi aussi. Un silence. Mais tu sais quoi? Quoi? Je me sens libre. Libre? Oui. Pour la première fois depuis des années, je me sens libre. J'ai souri. C'est bien, ma chérie. Maman? Oui, je peux venir te voir? Quand tu veux. Ce week-end? Avec plaisir. Et elle est venue. Nous avons marché le long de la Loire. Comme avant. Nous avons pris le thé dans notre café habituel. Comme avant. Et nous avons parlé. De tout. De rien. De nous. Mirella m'a dit « Je suis désolée, maman, pour tout. Tu n'as pas à t'excuser. Si, j'ai été aveugle. Tu as été humaine. » Elle a souri. « Tu sais, pendant longtemps, j'ai cru que Geneviève m'aimait plus que toi. Je sais, j'avais tort. L'important, c'est que tu le comprennes maintenant. » Elle a pris ma main. « Merci de ne pas m'avoir abandonnée. Je ne t'abandonnerai jamais. » Et j'ai tenu parole. Le procès de Geneviève a eu lieu 6 mois plus tard. 6 mois pendant lesquels Mirella a reconstruit sa vie. 6 mois pendant lesquels nous avons retrouvé notre lien. 6 mois pendant lesquels la vérité a continué d'éclater. L'enquête avait révélé bien plus que ce que nous imaginions. Monsieur Arnaud, le détective, avait continué ses recherches et il avait trouvé d'autres victimes, d'autres personnes manipulées, d'autres vies détruites. Une ancienne amie de Geneviève, Madame Dubois, s'était manifestée. Elle avait témoigné que Geneviève lui avait emprunté 50 000 € en 2018. Elle ne les avait jamais rendus. Elle m'avait dit que c'était pour un investissement immobilier, un projet sûr. Elle m'a montré des documents, des plans, tout semblait sérieux. Puis, elle a disparu de ma vie. Un ancien collègue d'Henri, le 3e mari, avait également témoigné. Henri me disait qu'il voulait divorcer. Il trouvait que Geneviève dépensait trop, qu'elle le contrôlait, qu'elle fouillait dans ses affaires. Il avait peur d'elle. Peur? Oui. Il disait qu'elle savait des choses compromettantes sur lui, et qu'elle menaçait de tout révéler s'il la quittait. Le dossier s'épaississait. Chantage, manipulation, escroquerie, recel. Et puis, il y avait eu cette découverte, celle qui avait tout changé. Pendant l'enquête, la police avait saisi l'ordinateur de Geneviève, et ils avaient trouvé des emails, des centaines d'emails. Des emails à des joailliers, des antiquaires, des collectionneurs. Elle cherchait à vendre d'autres objets. Des objets qu'elle ne possédait pas encore. Des objets qui appartenaient à d'autres familles. Dans l'un de ses emails, elle écrivait « Ma belle-fille possède d'autres bijoux de famille, des pièces anciennes, protégées. Je cherche un acheteur discret, quelqu'un qui ne pose pas de questions. » Elle préparait d'autres vols, d'autres trahisons. Quand Mirella a lu cet email, elle s'est effondrée. Elle voulait prendre d'autres bijoux? Oui, mais je n'en ai pas d'autres. Non, mais elle savait que tu hériterais un jour. Et elle attendait. Mirella a regardé l'écran, incrédule. Elle planifiait tout ça depuis le début? Oui, depuis le jour où tu as épousé Julien. Elle a fermé les yeux. Mon mariage, c'était juste une opportunité pour elle. Je le crains. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé définitivement en Mirella. Pas sa force, pas son courage, mais ses dernières illusions. Elle a compris que tout avait été calculé. Les cadeaux, les voyages, les confidences, les moments de complicité. Tout n'était qu'un jeu, une stratégie, un plan froid et méthodique pour s'enrichir. Le jour du procès,
Nous sommes arrivés ensemble au tribunal. Mirella et moi, côte à côte. Elle portait une robe simple, bleu marine, pas de bijoux, pas de maquillage excessif, juste elle-même. Dans la salle d'audience, Geneviève était assise au banc des accusés. Elle portait un tailleur noir strict. Ses cheveux étaient attachés en chignon. Elle avait l'air respectable, digne, comme une femme injustement accusée. Mais quand nos regards se sont croisés, j'ai vu la haine, la rage, le mépris. Le procès a duré 3 jours. Le premier jour, le procureur a présenté les preuves, les factures, les relevés bancaires, les emails, les témoignages. Tout était là, noir sur blanc, irréfutable. L'avocat de Geneviève a tenté de défendre sa cliente. Ma cliente est une femme généreuse. Elle aidait sa belle-fille. Elle ne savait pas que ses bijoux étaient protégés. Alors pourquoi les a-t-elle revendus avec profit? Pour couvrir ses frais. Quels frais? Des frais personnels. Des frais de luxe, vous voulez dire. L'avocat a baissé les yeux. Le deuxième jour, les témoins ont été entendus. Madame Dubois, le collègue d'Henri, le docteur Leroy, le deuxième mari qui avait fait le déplacement. Et puis, Mirella. Elle s'est avancée à la barre. Elle a levé la main droite, elle a prêté serment. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Le procureur lui a posé des questions. Madame Marchand, comment décririez-vous votre relation avec Madame Geneviève Marchand? Mirella a pris une grande inspiration. Au début, je pensais qu'elle m'aimait, qu'elle me considérait comme sa fille. Mais aujourd'hui, je comprends qu'elle m'a manipulée depuis le premier jour. Pouvez-vous nous donner un exemple? Elle m'offrait des cadeaux somptueux, des voyages, des dîners. Elle me faisait sentir spéciale. Mais chaque cadeau créait une dette, chaque voyage, une obligation. Elle me disait « Tu me dois bien ça, après tout ce que je fais pour toi ». Et concernant les bijoux, elle m'a dit qu'elle rêvait d'un sac Hermès depuis des années, qu'elle serait la plus heureuse du monde si je pouvais le lui offrir. Je voulais la rendre heureuse. Alors, j'ai vendu les bijoux de ma mère. Saviez-vous qu'ils étaient protégés par la loi? Non, je ne savais pas. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais fait. Et quand avez-vous découvert la vérité? Quand ma mère m'a montré les preuves, les factures, les emails, tout. Comment vous êtes-vous senti? Mirella a baissé les yeux. Sa voix a tremblé. Trahie, humiliée, stupide. Et aujourd'hui, elle a levé les yeux vers Geneviève. Aujourd'hui, je comprends que cette femme n'a jamais été ma belle-mère. Elle a été ma prédatrice. Le silence s'est installé dans la salle. L'avocat de Geneviève a contre-interrogé Mirella. Madame Marchand, n'est-il pas vrai que vous étiez en conflit avec votre mère depuis des années? Oui. Et n'est-il pas vrai que vous cherchiez une figure maternelle de substitution? Peut-être. Alors n'est-il pas possible que vous ayez mal interprété les intentions de ma cliente, qu'elle voulait simplement vous aider? Mirella a secoué la tête. Non. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce qu'elle a revendu les bijoux, parce qu'elle cherchait à en voler d'autres, parce qu'elle a fait la même chose à 3 hommes avant moi. L'avocat n'a rien répondu. Le 3e jour, Geneviève a témoigné. Elle s'est levée, elle s'est avancée à la barre, et elle a parlé. Je suis une femme honnête. J'ai toujours aimé Mirella comme ma propre fille. Tout ce que j'ai fait, c'était pour l'aider, pour la rendre heureuse. Le procureur l'a interrompu. Alors pourquoi avez-vous revendu les bijoux? Parce que j'avais besoin d'argent. Pourquoi faire? Pour vivre dans le luxe, pour acheter des sacs à 40 000 €, pour voyager en première classe. Geneviève a serré les poings. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai le droit de profiter. Avec l'argent des autres, ce n'est pas de l'argent volé. Mirella me l'a donné. Mirella vous a donné les bijoux. Pas l'argent de leur revente. Geneviève a détourné le regard. Et les emails, ceux où vous cherchiez à vendre d'autres bijoux, c'était juste une idée. Je n'ai rien fait. Une idée de voler? Je n'ai jamais volé personne. Le procureur a sorti un document. Vraiment? Et ça, qu'est-ce que c'est? C'était une plainte, datée de 2019, déposée par Madame Dubois, pour escroquerie. Cette plainte a été retirée parce que vous avez remboursé une partie de la somme, mais elle prouve que ce n'est pas la première fois. Geneviève est devenue livide. C'était un malentendu. Un malentendu à 50 000 €? Elle n'a rien dit. Le procureur a continué. Madame Marchand, vous avez un schéma. Vous vous rapprochez de personnes vulnérables. Vous gagnez leur confiance. Vous les manipulez. Vous les dépouillez. Puis vous passez à la suivante. C'est faux. Alors expliquez-moi. 3 mariages, 3 héritages, 2 morts suspectes, un divorce sous menace. Geneviève s'est levée brusquement. Vous n'avez aucune preuve. J'ai toutes les preuves. Elle s'est rassise.
Et elle a pleuré, mais ce n'étaient pas des larmes de honte, c'étaient des larmes de rage, de frustration, de défaite. Le verdict est tombé 2 semaines plus tard. Geneviève Marchand a été reconnue coupable. Recel, escroquerie, complicité de vol. La peine, 4 ans de prison ferme, plus une amende de 100 000 €, plus l'obligation de rembourser toutes les sommes détournées. Quand le juge a prononcé la sentence, Geneviève s'est effondrée. Elle a crié, elle a pleuré, elle a supplié. Mais c'était fini. Dans la salle, j'ai regardé Mirella. Elle pleurait aussi, mais pas de tristesse, de soulagement. C'est fini, maman. Oui, c'est fini. Nous sommes sortis du tribunal ensemble. Dehors, il faisait beau. Le soleil brillait. Les oiseaux chantaient. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré. Vraiment respiré. La justice avait été rendue. Pas par vengeance, pas par haine, mais par nécessité. Geneviève avait détruit des vies. Elle avait manipulé, menti, volé. Et maintenant, elle payait. Non pas parce que je l'avais voulu, mais parce que la vie a ses propres lois, ses propres règles, ses propres équilibres. Et tôt ou tard, la vie rend toujours justice. Ce soir-là, Mirella et moi avons dîné ensemble. Chez moi, dans la maison où elle avait grandi. J'ai préparé son plat préféré, du poulet rôti avec des légumes du jardin, comme quand elle était petite. Nous avons mangé en silence, un silence paisible. Puis elle m'a dit « Maman, j'ai quelque chose à te dire. »« Quoi ? Je veux revenir vivre ici. » Mon cœur s'est arrêté. « Ici ? Oui, à la maison, avec toi, si tu veux bien de moi. » J'ai souri, les larmes aux yeux. « Bien sûr que je veux bien de toi. » Elle a souri aussi. « Je veux tout recommencer, réapprendre à te connaître, réapprendre à être ta fille. Tu as toujours été ma fille, je sais, mais je veux l'être vraiment, pas juste de nom. » Je me suis levée, je l'ai prise dans mes bras. « Bienvenue à la maison, ma chérie. » Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Mirella a dormi dans son ancienne chambre. La maison était de nouveau pleine, de nouveau vivante, de nouveau entière. 2 ans ont passé depuis le procès. 2 ans pendant lesquels la vie a repris son cours, mais différemment, mieux. Mirella vivait avec moi maintenant. Elle avait transformé son ancienne chambre en bureau. Elle travaillait à distance pour une agence de communication. Elle avait refait sa vie, loin de Paris, loin de Julien, loin de tout ce qui lui rappelait Geneviève. Le divorce avait été prononcé 1 an après le procès. Julien n'était jamais venu la voir, pas une fois. Il avait choisi son camp, le camp de sa mère. « Il me manque parfois », m'avait confié Mirella un soir. « C'est normal, mais je ne regrette rien. » Pourquoi ? Parce que j'ai compris quelque chose. Quoi ? Qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qui refuse de voir la vérité. Elle avait raison. Julien avait refusé de croire aux preuves, refusé d'accepter que sa mère était coupable. Il continuait à dire que Mirella et moi avions tout inventé, que nous étions jalouses, que nous avions comploté, même après la condamnation, même après que Geneviève ait été envoyée en prison. Il refusait de voir. C'était plus facile de nier, plus confortable de croire aux mensonges, que d'affronter la réalité. Mais la réalité, elle, ne disparaît jamais. Elle attend, patiemment. Et un jour, elle frappe. J'ai appris ce qui était arrivé à Julien par un appel de Béatrice. « Morgane, tu es au courant ?»« Au courant de quoi ?»« Pour Julien. »« Non. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Béatrice a pris une grande inspiration. « Il a perdu son travail. »« Quoi ?» ?»« Oui, il a été licencié. » « Pour quelle raison ?» Apparemment, il y avait des irrégularités dans ses comptes, des détournements de fonds. Mon sang s'est glacé. Des détournements ? Oui, rien d'énorme, mais suffisamment pour justifier un licenciement. Comment tu sais ça ? J'ai une amie qui travaille dans la même entreprise. Elle m'a raconté. J'ai raccroché. Et j'ai réfléchi. Des détournements de fonds. Julien, le fils de Geneviève. Est-ce que c'était un hasard ? Ou est-ce que Geneviève lui avait appris, lui avait transmis ses méthodes, ses habitudes ? Telle mère, tel fils, dit le proverbe. Quelques mois plus tard, j'ai appris autre chose. Julien avait été contraint de vendre son appartement. L'appartement que Mirella et lui avaient de partager. L'appartement qu'il avait gardé après le divorce. Il ne pouvait plus payer les traites. Il était endetté, ruiné. Et il vivait maintenant dans un studio, seul, sans travail, sans femme, sans avenir. Quand Mirella l'a appris, elle n'a rien dit. Elle a juste hoché la tête. Le karma, a-t-elle murmuré. Oui, le karma, pas la vengeance, pas la satisfaction, juste la constatation d'une loi universelle. On récolte ce que l'on sème. Et Julien avait semé l'aveuglement.
le déni, la complaisance. Il récoltait maintenant la solitude, l'échec, le regret. Mais ce n'était rien comparé à ce qui était arrivé à Geneviève. En prison, Geneviève avait continué à manipuler, à mentir, à comploter. Elle avait tenté de se faire passer pour une victime, une femme injustement condamnée, une mère brisée. Elle écrivait des lettres aux journaux, aux associations, à quiconque voulait l'entendre. Je suis innocente, j'ai été piégée par ma belle-fille et son avocate. Mais personne ne l'écoutait, parce que les preuves étaient là, irréfutables. Et puis, quelque chose s'est passé, quelque chose que personne n'avait prévu. Une ancienne codétenue de Geneviève avait parlé à la presse. Elle racontait que Geneviève se vantait d'avoir manipulé ses maris, d'avoir hérité de fortune, d'avoir échappé à la justice pendant des années. Elle riait. Elle disait qu'elle aurait continué si cette vieille idiote de Morgane n'avait pas tout gâché. Vieille idiote. L'article avait fait scandale. Les médias s'étaient emparés de l'affaire. La veuve noire qui manipulait sa belle-fille. Geneviève Marchand, une prédatrice en tailleur Chanel. Son nom était devenu synonyme de manipulation, de trahison, de honte. Plus personne ne la défendait. Plus personne ne la visitait. Même Julien avait fini par arrêter de venir. Elle était seule, complètement seule, dans une cellule, avec ses mensonges, avec ses regrets. Et un jour, elle avait écrit une lettre à Mirella. Mirella me l'avait montrée. Elle tremblait en la tenant. « Tu veux que je la lise ?»« Non. Lis-la, toi. » À voix haute. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai déplié la lettre. Et j'ai lu. « Mirella, je sais que tu ne veux plus entendre parler de moi. Je le comprends. Mais je dois te dire quelque chose. Je suis désolée. Pas parce que j'ai été condamnée, mais parce que j'ai gâché ta vie. Au début, c'est vrai, je voulais ton argent, ton héritage. Je te voyais comme une opportunité. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Tu es devenue importante pour moi. Je sais que tu ne me croiras pas. Je ne me crois pas moi-même. Mais dans cette prison, seule, j'ai eu le temps de réfléchir. Et je comprends maintenant ce que j'ai fait. J'ai détruit tout ce que je touchais. Mes maris, mes amis, toi. Et maintenant, je n'ai plus rien. Même mon fils ne vient plus me voir. Je méritais peut-être cette punition. Mais je voulais que tu saches que je regrette. Pas de t'avoir manipulé pour ton argent, mais de t'avoir fait croire que je t'aimais. Parce que, peut-être, au fond, c'était vrai. Geneviève, j'ai replié la lettre. Mirella pleurait. Elle regrette, peut-être. Tu penses qu'elle est sincère? Je ne sais pas. Et ça n'a plus d'importance. Mirella a essuyé ses larmes. Tu as raison. Ce qui compte, c'est toi, ta vie, ton avenir. Et elle? Son avenir? J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, le jardin était en fleurs. Les rosiers, les pivoines, les lilas. Son avenir, c'est ce qu'elle a construit. Une cellule, des regrets, la solitude. C'est triste, c'est juste. Mirella a hoché la tête. Qu'est-ce que je fais de cette lettre? Ce que tu veux. Je peux la brûler? Si ça te fait du bien. Ce soir-là, nous avons fait un feu dans la cheminée. Mirella a jeté la lettre dedans. Nous avons regardé le papier se consumer. Et avec lui, les derniers liens qui la rattachaient à Geneviève. 3 ans après le procès, j'ai reçu un appel. Du directeur de la prison où Geneviève était enfermée. Madame Rollet? Oui, je vous appelle pour vous informer que Madame Geneviève Marchand a été hospitalisée. Hospitalisée? Pourquoi? Un AVC, un accident vasculaire cérébral, assez sévère. Mon cœur s'est serré. Pas de compassion, pas de joie, juste de la neutralité. Elle va s'en sortir? Les médecins ne savent pas encore, mais elle est dans un état grave. Merci de m'avoir prévenu. J'ai raccroché. Mirella était à côté de moi. C'était qui? La prison. Geneviève a eu un AVC. Mirella a fermé les yeux. Elle va mourir? Peut-être. Un long silence. Tu veux aller la voir? Mirella a ouvert les yeux. Non. Tu es sûre? Oui. Pourquoi? Parce que je lui ai déjà dit au revoir. Le jour où j'ai brûlé sa lettre, j'ai hoché la tête. Geneviève est morte 2 semaines plus tard, seule, dans une chambre d'hôpital, sans famille, sans amis, sans personne. Julien n'était pas venu, Mirella non plus, personne. Elle avait été enterrée dans un cimetière de banlieue, une tombe simple, sans fleurs, sans plaque, juste son nom, et 2 dates, Geneviève Marchand, 1963-2027, 64 ans. Une vie entière passée à manipuler, à mentir, à voler. Et à la fin, elle n'avait rien. Rien que le vide qu'elle avait créé autour d'elle. Quand Mirella a appris sa mort, elle n'a pas pleuré. Elle a juste dit, la vie lui a rendu ce qu'elle lui avait donné. Oui, Geneviève avait semé la solitude. Elle avait récolté la solitude. Elle avait semé la trahison.
Elle avait récolté la trahison. Elle avait semé le vide. Elle avait récolté le vide. Et maintenant, elle n'était plus qu'un nom sur une pierre. Un nom que personne ne viendrait honorer. Un nom que personne ne viendrait fleurir. Un nom que le temps allait effacer. C'était ça, le karma. Pas la vengeance spectaculaire. Pas la punition divine. Juste la conséquence naturelle de ses choix. La vie avait fait son œuvre, silencieusement, implacablement, justement. Et nous continuions, Mirella et moi, ensemble, dans la maison de notre lignée, avec les bijoux retrouvés, avec notre histoire restaurée. Nous avions gagné, pas contre Geneviève, mais contre le mensonge, contre la manipulation, contre l'oubli. Nous avions préservé ce qui devait l'être, transmis ce qui devait l'être. Et maintenant, nous pouvions enfin respirer, libres, entières, réunies. 5 ans ont passé depuis la mort de Geneviève, 5 ans pendant lesquels la vie nous a offert ce que nous n'osions plus espérer, la paix. Mirella a aujourd'hui 49 ans. Elle travaille toujours pour son agence de communication, mais elle a créé sa propre branche ici, dans notre région. Elle accompagne des petites entreprises locales, des artisans, des vignerons, des gens simples, honnêtes, qui construisent avec leurs mains. Elle est heureuse, vraiment heureuse. Il y a 2 ans, elle a rencontré quelqu'un, Thomas, un menuisier, un homme calme, réservé, avec des mains rugueuses et un regard doux. Ils se sont rencontrés au marché. Elle cherchait quelqu'un pour restaurer une vieille armoire. Il a dit oui. Et en restaurant l'armoire, il a restauré quelque chose en elle, la confiance. Aujourd'hui, ils vivent ensemble, pas dans notre maison, mais dans une petite maison près de la Loire, avec un jardin, un potager et un atelier pour Thomas. Elle vient me voir tous les dimanches. Nous déjeunons ensemble. Nous parlons. De tout, de rien, de la vie. Et parfois, elle me dit « Tu sais, maman, je crois que j'ai enfin compris. » Compris quoi? Que le bonheur n'est pas dans les choses, mais dans les liens. Elle a raison. Moi, j'ai 78 ans maintenant. Mes cheveux sont blancs. Mes mains tremblent un peu. Mais mon cœur est en paix. Je continue à gérer l'entreprise de Laurent. Mais j'ai passé la main à Mirella pour certaines décisions. Elle reprendra tout, un jour, quand je ne serai plus là. Et elle le fera bien. J'en suis sûre. Les bijoux sont de nouveau dans le coffre. Tous. Nous avons réussi à récupérer ceux que Geneviève avait revendus. Le tribunal avait ordonné leur restitution. La broche en saphir, le collier en perles d'Orient, les boucles d'oreilles en émeraude, la bague marquise. Tout est là, intact, protégé, préservé. Un jour, Mirella m'a demandé « Maman, pourquoi ces bijoux sont si importants pour toi ?» Je l'ai regardé, j'ai pris sa main et je lui ai dit « Parce qu'ils ne sont pas que des bijoux, ma chérie. Ce sont des témoins de toutes les femmes qui nous ont précédés. Je sais, tu me l'as déjà dit, mais ce n'est pas tout. Quoi d'autre? J'ai sorti la broche du coffre, je l'ai posée dans sa main. Regarde-la, je la regarde. Qu'est-ce que tu vois? Elle a observé la broche, les saphirs, l'or blanc, le travail délicat de l'orfèvre. Je vois de la beauté. Oui, mais pas seulement. J'ai pris la broche, je l'ai retournée. Au dos, il y avait une inscription gravée, minuscule, presque invisible, de mère en fille, pour toujours. L.R. 1880. Louise Rollet. 1880. Tu vois, Louise a fait graver ces mots, pour que nous n'oublions jamais. N'oublions jamais quoi? Que nous sommes liés. Toi, moi, toutes celles qui nous ont précédés, toutes celles qui viendront après. Mirella a touché l'inscription du bout des doigts. C'est beau. Ce n'est pas seulement beau, c'est sacré. Elle a levé les yeux vers moi. Un jour, ces bijoux seront à toi. Et un jour, si tu as une fille, ils seront à elle. Et si je n'ai pas de fille, j'ai souri. Alors tu les transmettras à quelqu'un qui comprendra leur valeur, pas leur prix, leur valeur. Elle a hoché la tête. Je comprends maintenant. Quoi? Pourquoi tu as tout fait? Pourquoi tu as porté plainte? Pourquoi tu as risqué de me perdre? J'ai pris sa main. Je t'ai déjà dit, ce n'était pas contre toi, c'était pour toi. Je sais, et je te remercie. De quoi? De m'avoir sauvé. Nous nous sommes regardés. Et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'y avais pas vu depuis des années. La reconnaissance, le respect, l'amour. Ce dimanche-là, après le déjeuner, nous avons fait quelque chose que nous n'avions jamais fait. Nous sommes allés au cimetière, pas celui où Geneviève reposait, mais le nôtre, le cimetière familial, là où Louise était enterrée, et Marguerite, et Élisabeth, et Laurent. Nous avons apporté des fleurs, des roses blanches. Mirella les a déposées sur chaque tombe,
Puis, elle s'est agenouillée devant celle de Laurent. « Papa, je suis désolée. J'ai senti ma gorge se serrer. »« Désolée de quoi ? De t'avoir oublié. Pendant toutes ces années avec Geneviève, j'ai oublié qui j'étais, d'où je venais. » Elle a touché la pierre tombale. « Mais je suis revenue. Grâce à maman. Elle s'est relevée. Elle s'est tournée vers moi. Merci de ne jamais avoir abandonné. » J'ai ouvert les bras. Elle s'y est jetée. Et nous sommes restés là, enlacés, au milieu des tombes de nos ancêtres, entourés de celles qui nous avaient précédés, protégés par leur mémoire, guidés par leur sagesse. Ce soir-là, en rentrant à la maison, j'ai regardé le jardin. Les rosiers étaient en pleine floraison. Les pivoines explosaient de couleurs. Le lilas embaumait l'air. Laurent aurait aimé ce jardin. Ma mère aussi. Et quelque part, je sentais qu'elles étaient là. Toutes. Louise, Marguerite, Elisabeth, fières de ce que nous avions fait, fières de ce que nous étions devenus. Mirella est partie en fin de soirée. Elle m'a embrassé longuement. « À dimanche prochain, maman. »« À dimanche, ma chérie. » Je suis restée sur le perron à la regarder partir. Sa voiture a disparu au bout de l'allée, et je suis rentrée dans la maison. Dans le salon, j'ai allumé une lampe, j'ai ouvert le coffre, j'ai sorti la broche en saphir, et je me suis assise près de la fenêtre. Dehors, la nuit tombait. Les étoiles commençaient à apparaître. J'ai tenu la broche dans ma main, et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. La trahison, la douleur, le combat, la justice, le pardon, la renaissance. Et j'ai compris quelque chose. Tout cela n'avait pas été en vain. J'avais perdu ma fille pendant des années, mais je l'avais retrouvée. J'avais perdu la paix, mais je l'avais reconquise. J'avais perdu confiance, mais je l'avais reconstruite. Et surtout, j'avais transmis, pas seulement des bijoux, pas seulement un héritage matériel, mais quelque chose de plus précieux. La dignité, le courage, la vérité, l'amour, ce sont là les vrais bijoux. Ceux qu'on ne peut ni vendre, ni voler, ni détruire. Ceux qui se transmettent de cœur à cœur, de mère en fille, pour toujours. J'ai regardé la broche briller sous la lumière de la lampe, et j'ai murmuré « Merci Louise, merci Marguerite, merci Elisabeth, merci Laurent. Vous m'avez donné la force de tenir. Et maintenant, je peux partir en paix, parce que j'ai fait ce que vous m'aviez demandé. J'ai protégé notre histoire, et je l'ai transmise. Je me suis levée. J'ai rangé la broche dans le coffre, je l'ai refermée, et je me suis préparée pour la nuit. Dans mon lit, avant de m'endormir, j'ai pensé à Geneviève. Pas avec colère, pas avec tristesse, mais avec une certaine forme de compassion. Elle avait eu tout ce qu'on peut acheter, mais elle n'avait jamais eu ce qui compte vraiment. L'amour sincère, la confiance authentique, le lien véritable. Elle était morte seule, parce qu'elle avait vécu seule, même entourée de gens. Et moi, j'avais Mirella. J'avais notre lien, j'avais notre histoire, j'avais tout. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le soleil. J'ai préparé mon café. Je me suis assise près de la fenêtre. Et j'ai pensé à vous. Oui, vous, qui m'écoutez, qui avez suivi cette histoire depuis le début. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous avez compris que les vrais trésors ne sont pas dans les coffres, mais dans les cœurs. Que la vraie richesse n'est pas dans l'or, mais dans les liens. Que la vraie victoire n'est pas dans la vengeance, mais dans la dignité. Et que la vie, toujours, finit par rendre ce qu'on lui donne. Si vous semez l'amour, vous récolterez l'amour. Si vous semez la manipulation, vous récolterez la solitude. C'est aussi simple que ça. Alors choisissez bien. Choisissez la vérité plutôt que le mensonge. Choisissez le courage plutôt que la lâcheté. Choisissez l'amour plutôt que l'intérêt. Parce qu'à la fin, c'est tout ce qui reste. L'amour. Moi, Morgane Rollet, 78 ans, j'ai eu une vie longue et pleine. J'ai connu la joie et la douleur, la trahison et le pardon, la perte et la renaissance. Mais je ne regrette rien, parce que tout m'a mené ici, à cette paix, à cette sérénité, à cet amour retrouvé avec ma fille. Et si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à retrouver sa dignité, à se libérer d'une emprise, alors tout cela aura eu un sens. Alors merci, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Et maintenant, je vous laisse, avec ces mots que ma mère m'avait dit un jour et que je vous transmets aujourd'hui. La vie est juste, pas toujours quand on le voudrait, pas toujours comme on le voudrait, mais toujours. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois,
Une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse, et à très bientôt.